Devoir. Comptabiliser dans la moyenne notée sur 20. Durée limitée à 40 minutes. Retour à la question précédente, sans corriger. Je commence à répondre. Quel phénomène est représenté sur ce document? Un seul mot. Alors, vous le savez, le phénomène qui est là, on a vu ce type de photo d'ailleurs dans la vidéo, c'est le phénomène de la périurbanisation. Comme il n'y avait qu'un seul mot, on ne pouvait pas mettre une banlieue périurbaine ou un espace périurbanisé, il fallait mettre périurbanisation ou périurbanisé, j'ai compté juste. Je valide. Quel type de paysage montre ce document? Alors, vous le voyez, il n'y a pas un seul arbre, il y a des parcelles bien droites qui ont été sûrement faites au tracteur, qui ont été élaborées avec les tracteurs. Au milieu, il y a une ferme et vous voyez ces paysages-là. C'est un paysage, bien sûr, vous l'avez compris, ce n'est pas un paysage de bocage, il n'y a pas de haie entre les parcelles. Ce n'est pas un paysage agro-industriel, on ne voit pas d'usine de fabrication de yaourts, de fromage dans ce paysage-là. Ce n'est pas un paysage arboricole. Arboricole, ça veut dire qu'il y a des arbres fruitiers. Il n'y a aucun arbre fruitier sur ce paysage rural à vocation agricole, mais bien sûr, il y a des céréales ou des légumes et des fruits. Un paysage de déprise agricole, non pas du tout, parce qu'il est très bien entretenu. Donc, il y a des gens qui travaillent dessus, qui travaillent bien. Donc, c'est évidemment un open field, c'est un champ ouvert. Donc, open field, je valide. Quels éléments peuvent permettre d'augmenter la production agricole? Plusieurs réponses possibles. Et oui, alors il y a plusieurs façons d'augmenter les rendements ou la production agricole. Si vous l'avez vu, vous avez vu. Alors, on va voir, soyez si possible et réfléchissez. C'est une question de réflexion plutôt que de savoir. Donc, le développement des serres, oui, ça permet d'avoir les tomates plus longtemps dans l'année. Même en hiver, on peut cultiver sous la serre puisque le soleil et la serre les protègent des basses températures, mais pas de l'ensoleillement. Donc, je valide. Les hydrocarbures, non. Essayez de mettre du pétrole, du gaz naturel sur les tomates, elles ne vont pas pousser plus vite et plus grosses. Des intrants, oui. Alors, les intrants, si vous avez vu dans le vocabulaire, c'est tout ce qui est pesticides, herbicides, engrais. Donc, je valide. Une plus forte mécanisation de l'agriculture, ben oui, si on utilise le tracteur ou pour labourer ou pour récolter, on augmente la production agricole. Et puis, bien sûr, des engrais, qu'ils soient chimiques ou naturels, augmentent toujours la production de produits agricoles. Donc, les 4 étaient bons. Hein. Je valide. Il fallait valider les 4 pour avoir la totalité du point. Quelle est la cause du phénomène présenté dans ce document? Oui, alors vous voyez, on présente, c'est un paysage de montagne, de moyenne montagne. On est en Italie, enfin sur une île de l'Italie, ça s'appelle la Sardaigne. Et vous voyez que les maisons, elles sont sans fenêtres ni portes, elles n'ont même pas de toit. Donc c'est un village abandonné. Et quelle est la cause de l'abandon des villages dans les campagnes, dans les montagnes, parce qu'il y a des espaces ruraux qui sont évidemment des espaces ruraux de montagne? Eh bien, c'est évidemment la cause. Hein. La cause de ce phénomène-là qui est présenté, le phénomène, c'est la déprise rurale, bien sûr. Mais sa cause, ce n'est pas bien sûr la déprise rurale, c'est l'exode rural. Les gens sont allés travailler dans les villes pour trouver un meilleur travail, pour peut-être une meilleure condition de vie, des écoles aussi, des universités pour leurs enfants aussi. Donc, la cause, c'était l'exode rural. Je valide. En moyenne mondiale, la consommation des engrais chimiques a… Alors, si vous avez regardé votre livre, numérique ou pas, la consommation en moyenne mondiale, dans le monde, la moyenne de la consommation des engrais chimiques a augmenté. Et oui, évidemment, puisqu'il faut nourrir 7 milliards de personnes, donc c'est important. Même si vous avez vu que dans les pays du Nord économique, les pays développés, on commence à avoir une autre agriculture, une agriculture plus biologique ou une agriculture raisonnée, où l'importance des engrais chimiques est diminuée, puisqu'évidemment, ils polluent la terre et à long terme, ce n'est pas très bon pour la terre ni pour la production. Donc, mais en moyenne mondiale, dans les pays en voie de développement ou les pays émergents, pour produire plus, eh bien, on a utilisé encore plus d'engrais qu'il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Donc, ça a augmenté. Quels sont les deux acteurs du conflit d'usage dans cette région du globe? Voilà, alors vous avez connu la région du globe, c'est le golfe de Guinée, sur le continent africain. Alors, vous avez vu, il y a des transhumances
Et les directions de transhumance sont là. Hein. Les gens vont transhumer leur bétail du nord au sud. Ça dépend évidemment des saisons. Quand il y a la saison des pluies, on va plus vers le désert parce qu'il pleut un peu plus. Quand c'est les saisons sèches, on redescend vers des régions où il pleut plus, donc autour du golfe de Guinée, des régions équatoriales. Et donc, le conflit là, entre les deux, c'est le conflit entre éleveurs et agriculteurs, puisque les éleveurs vont transhumer, vont passer sur des champs, et bien sûr, leurs bêtes vont être grignotées ou vont abîmer les champs ou manger les récoltes des agriculteurs. Donc, les agriculteurs ne sont pas du tout d'accord avec les éleveurs qui passent sur leurs champs, avec le phénomène de la transhumance. Donc, le conflit est surtout éleveurs-agriculteurs, et ça fait des années, centaines d'années, que ça dure en Afrique de l'Ouest, dans ces régions-là. Donc, agriculteur-éleveur, je valide. Quel est le mot pour définir l'exploitation du bois? Voilà, alors là, vous voyez, on est dans la forêt du Congo, hein, on voit quelqu'un qui est en train, avec une scie électrique, une tronçonneuse même, hein, d'abattre un très grand arbre, un arbre tropical. Eh bien, ce phénomène-là, l'exploitation du bois, vous le savez tous, c'est la sylviculture. D'accord? Sylviculture, on l'avait vu ensemble. Sylviculture, je valide. Cochez l'espace rural qui vous paraît le plus proche d'une agriculture d'agro-business et mondialisée. Voilà, mon fils ne me parle pas encore anglais. Hein, c'est l'agro-business et mondialisé. Alors, évidemment, si vous avez vu l'étude de cas, c'est celui qui se rapproche le plus, qui produit des tulipes, des productions importantes et avec des quantités importantes et avec une mécanisation importante, avec le recours aux engrais chimiques très important, avec aussi une très grande culture d'exportation. On produit ces produits pas pour la région où elles sont produites, mais pour le monde entier. Les tulipes, les tomates, d'autres choses. Eh bien, évidemment, la région de Hollande s'appelle le Reichsstadt Hollande. Voilà, je valide. Il y a une très bonne double page, un dossier à votre manuel numérique. Vous avez sur Pronote, Hollande. Vous pouvez aussi voir donc alors les autres, le poule évidemment au Congo, alors c'est une très grande région agricole, mais l'agriculture n'est pas destinée à la vente mondiale, elle est plutôt destinée au marché local de Brazzaville, au marché total. Le Grand Nord canadien, on ne peut pas cultiver, ce n'est pas un espace, c'est un espace rural bien sûr, mais ce n'est pas un espace agricole du tout. À cause du grand froid, il y a trop de contraintes naturelles trop importantes pour pouvoir cultiver quoi que ce soit. Les Alpes, vous savez, l'espace ruraux de montagne et agricoles, elles ne sont pas les plus productivistes et ne sont pas forcément intégrées au marché mondial. Et la Toscane, non, c'est plutôt un espace rural destiné au tourisme et où il y a beaucoup d'agriculture, disons, biologique ou raisonnée, donc le contraire de l'agrobusiness. Quel est le nom du phénomène détaillé dans ce texte? Un seul mot. Voilà, alors c'est un seul mot, c'est un mot en anglais, c'est le land grabbing, hein, l'accaparement des terres. C'est un phénomène très important en Asie, mais aussi en Afrique. Ces terres-là sont achetées par des grandes sociétés, des FTN, des firmes transnationales, qui achètent des parties de territoire dans des pays, qui achètent des parties de pays qui sont fertiles pour cultiver une production qui sera destinée à la vente dans les pays développés. Par exemple, elles achètent des hectares et des hectares de terres en Côte d'Ivoire pour planter des ananas ou des avocats ou des mangues pour exporter, pour les vendre dans les pays du nord économique à des prix très importants. Parmi ces propositions, quelles sont celles qui sont vraies? Et oui, c'est le plus difficile, hein, parce que là, il faut vraiment relire et reliser 2 fois. Et ces 2 points, c'est pour ça que ça les vaut. Donc, les recompositions des espaces ruraux touchent surtout les pays du Nord et les BRICS. Et oui, dans les pays en voie de développement, il y a moins de modifications, moins de transformations très importantes de ces espaces ruraux. Donc, je valide. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont plus développées dans l'espace rural. Et non, hein, la fibre ou le 5G ou le 4G est moins développé dans l'espace rural dans le monde que dans les très grandes villes, dans les métropoles et dans les espaces urbains très développés. Donc, évidemment, pas du tout. Il y a de moins en moins d'agriculteurs dans les espaces ruraux des pays développés. Et oui, grâce ou à cause de la mécanisation, grâce ou à cause de l'exode rural, on a moins besoin de main-d'œuvre agricole, on produit plus avec moins de mains.
Donc, il y a moins d'agriculteurs dans les espaces ruraux. Ils sont remplacés souvent par les touristes ou les résidences secondaires dans ces espaces ruraux. Le tourisme vert est un des piliers du développement durable. Et oui, c'est une façon aussi de vitaliser, de créer une économie, de faire apporter de l'argent dans ces espaces ruraux qui souvent en manquent beaucoup. Et puis, on va faire la cinquième proposition. Est-ce que c'est une bonne aussi? L'agriculture vivrière est toujours majoritaire dans les pays en voie de développement. Et oui, tout à fait. Hein. Je dis ça. Et l'agriculture vivrière est toujours majoritaire dans les pays en voie de développement. Évidemment, c'est une des causes aussi de ce sous-développement, puisqu'on ne vend pas ce que l'on produit. On le garde pour la consommation personnelle. Et donc, ça ne génère pas une économie basée sur la monnaie, une économie agricole qui permettrait de vendre ces produits dans d'autres pays, par exemple. Quel service le pacte régional pour la ruralité essaye-t-il de développer dans les espaces ruraux? Plusieurs réponses possibles. Voilà, il fallait lire ce texte-là, c'était donc une analyse de texte. Alors, évidemment, c'est favoriser les petits commerces, vous avez lu. Et les parcs d'attraction, non, pas du tout. Pour développer le tourisme, c'est pas du tout. Ils veulent développer une autre sorte de tourisme qui attire moins de personnes, mais des gens qui sont plus proches de la nature, qui veulent faire des activités plus proches de la nature, telles que le randonnée. Donc, créer un parc d'attraction dans cet espace rural, non, ça n'aurait aucun sens. En tout cas, ce n'est pas ce que demande le pacte. Et développer les NTIC dans ces espaces, oui, c'est ce qu'on dit, hein, développer les outils numériques. Donc, les outils numériques, ça fait partie des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et oui, souvent, ces espaces-là sont isolés parce qu'il n'y a pas de connexion Internet, il n'y a peut-être même pas de bornes téléphoniques pour connecter les téléphones portables. Donc, ces espaces-là sont un peu abandonnés des nouvelles technologies et ce pacte-là essaye de favoriser l'implantation de ces nouvelles technologies dans ces espaces. Cela, je valide les deux. C'était les deux propositions à cocher, à valider. Quel type de paysage montre de document? Ah, se montre ce document. Ah oui, tout à fait. Oui. C'est moi qui m'ai mal écrit. Merci. Donc, quel type de paysage montre ce document? Alors, ce document montre évidemment, alors, ce n'est pas un open field, ce n'est pas une agriculture productiviste, hein, on ne voit pas beaucoup de grands tracteurs, de grandes. Pas vraiment de richesse vraiment très créée. Ce n'est pas un paysage d'agriculture sous serre, hein, je ne vois pas de serre hein, dessus. Ce n'est pas un espace de polyculture, puisqu'on fait seulement des céréales, je pense, ou de l'herbe, de l'élevage pour les animaux, pour le bétail. Donc, c'est un bocage, puisqu'il est fait, en fait, par les haies. Vous voyez, il y a des haies d'arbres qui protègent ou qui entourent chaque parcelle. C'est un paysage de bocage. Yes. Quels sont les acteurs de l'espace rural dans cette liste? Plusieurs réponses possibles. Voilà. Alors, il y avait tous. Hein. Tous sont des acteurs du monde rural, même s'ils sont que partiellement dans l'année. Les touristes, quand ils viennent l'été, profiter des montagnes l'été, mais aussi l'hiver pour profiter des montagnes d'hiver et les stations de sport d'hiver qui font partie de l'espace rural aussi. Les agriculteurs, évidemment, hein, c'est là qu'ils sont. L'espace rural est d'abord un espace agricole. L'industrie agroalimentaire, oui, bien sûr, qui a besoin du lait, par exemple, pour produire ses fromages ou ses yogourts, qui sont assez proches de l'espace rural. En tout cas, elles implantent leur usine très proche de l'espace rural où on produit ces matières premières comme le lait, par exemple, ou comme par exemple les fruits pour faire des confitures. Eh bien, on produit à côté. Et puis les résidences secondaires, et oui, même s'ils ne sont pas là toute l'année, ils viennent profiter de ces espaces ruraux et dépenser leur argent dans ces espaces ruraux une partie de l'année. Les 4 étaient bons. Placer dans l'ordre croissant les types d'agriculteurs qui ont le moins de conséquences sur l'environnement. D'accord. Alors, vous avez vu, alors, évidemment, le moins de conséquences. Donc, celle qui a le moins de conséquences sur l'environnement, c'est l'agriculture vivrière. Pourquoi? Alors, pas le 1, évidemment, l'agriculture vivrière, c'est le 3. Pourquoi? Parce qu'elle ne met pas en compte le transport. On n'a pas transporté la tomate pendant des kilomètres ou des milliers de kilomètres pour la vendre. Donc, parce qu'on consomme sur place. Donc, c'est celle qui produit le moins de pollution. Donc, qui respecte plus les développement durable. La deuxième, c'est l'agriculture biologique, hein, qui n'intègre pas des produits chimiques dans sa manière de production. Et 3, l'agriculture raisonnée. Alors, c'est la numéro 1. Ça. Et puis, l'agriculture productiviste, à la fin, évidemment, c'est celle qui est la plus polluante, puisqu'elle produit des produits en plus
le vent très très loin. Donc, il faut aussi comptabiliser la pollution des camions, des trains, des avions qui vont emmener ces produits très très loin. Pensez aux tulipes ou aux roses de Hollande qui sont commercialisées jusqu'aux États-Unis ou même jusqu'en Asie. Les milliers de kilomètres que font ces produits agricoles. Quel est l'adjectif qui définit une agriculture n'utilisant pas ou très peu d'intrants chimiques respectueuses de l'environnement et du bien-être animal? Un seul mot. Oui, un seul mot, c'est l'agriculture biologique. Okay. Vous avez la définition dans votre livre numérique, l'agriculture biologique. Quelle est la nature de ce document? Deux mots. Alors, on a vu ce document déjà, vous le verrez après, et il y a la même photo pour deux questions différentes. J'ai dit la nature. La nature, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est? C'est une photographie aérienne. Alors, il m'a dit aérienne, oblique. C'est vrai qu'elle est un peu oblique, elle n'est pas verticale. On peut dire oblique. Mais photographie aérienne, je valide, c'était bon. La coupe à blanc permet plusieurs réponses possibles. Alors, la coupe à blanc, vous regarderez dans votre livre, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, elle permet en fait de générer des profits importants dans l'entreprise de sylviculture. Oui, parce qu'une coupe à blanc, en fait, je vais vous dire la définition, c'est le fait d'abattre la totalité des arbres sur une seule surface. Des fois, dans la sylviculture, on va dire on va abattre un arbre et on va en garder un à côté pour garder l'aspect forêt, pour ne pas détériorer, pour ne pas détruire totalement la forêt. C'est ce qu'on fait d'ailleurs en Afrique tropicale, dans les forêts du Congo, par exemple, où on abat un arbre sur 10 ou un arbre sur 12 et on garde l'aspect forestier pour après les abattre plus tard. Bon, là, la coupe à blanc, pas du tout. On rase carrément la forêt. Donc, évidemment, ça permet de générer des profits importants pour les entreprises de sylviculture, puisque ça appartient à la sylviculture, c'est l'extraction du bois. Je parle trop vite. Et ensuite, bien sûr, puisque c'est la définition même de coupe à blanc, c'est le fait d'abattre la totalité des arbres sur un espace. Les États-Unis, le Brésil, la Russie plus l'Union européenne produisent de la production de céréales. Voilà, produisent, vous l'avez vu, c'est dans votre livre aussi numérique, plus de 80%, c'est la majorité, la totalité, des céréales sont produites par ces 20 pays, puisqu'on compte il y a une dizaine de pays, plus ces trois géants qui sont les États-Unis, le Brésil et la Russie, qui sont de très grands producteurs de céréales. Quel type d'agriculteur est présente dans ce document? Un seul mot. Voilà, et bien là, on est au bord, alors, d'un petit village, on est dans le village Peul, autour dans le Sénégal, donc Sahel, la frontière entre le désert et la forêt tropicale. Donc, vous voyez, c'est assez sec, mais quand même, ça permet une agriculture. Ce ne sont pas des peuples nomades. Il y a quelques arbres aussi. Donc, on voit qu'il y a quand même une présence d'eau importante, des arbres naturels, et puis aussi un petit potager, un jardin pour eux, et clôturé évidemment, pour éviter que les animaux viennent manger la production. Et puis un petit village, il n'y a pas beaucoup de monde. Pour ça, alors c'est une agriculture, évidemment, ce n'est pas une agriculture productiviste, ce n'est pas une agriculture raisonnée non plus, c'est une agriculture vivrière qui permet au peuple Peul de vivre, de manger leur production tout entièrement. C'est ce que j'attendais, c'était une agriculture vivrière. J'ai accepté aussi traditionnelle, voilà, mais c'était le mot vivrière que j'attendais, qu'on avait vu dans le cours sur l'espace ruraux. J'espère que cette QCM vous a plu et que vous avez appris des choses sur des corrections. Je vous dis à bientôt pour la prochaine fois. Pour moi, c'était facile, puis c'est moi qui l'ai fait. Allez, tu dis au revoir, mon grand. Au revoir. Au revoir. On y va.